Et puis le parti de l'Istiqlal qui propose de rectifier la loi de finances. Pour une loi de finances rectificative, le parti désormais d'opposition a soumis ses propositions au chef du gouvernement. De quoi contrarier le PJD dont est issu ce dernier, nous dit-on. Le parti de l'Istiqlal propose en tout cas d'augmenter les salaires des fonctionnaires de 200 dirhams en 2 fois à partir du mois prochain. À la même échéance, il souhaiterait également que le SMIC soit indexé à l'inflation dans le secteur privé. On propose par ailleurs d'augmenter le plafond des revenus annuels exonérés d'impôts de 30 000 à 36 000 dirhams, rapporte tel quel.ma, et une déduction fiscale des frais de scolarité plafonnée à 6 000 dirhams par an et par enfant, toujours dans le secteur privé. L'Istiqlal voudrait aussi que les prix prévisionnels de pétrole prévus dans la loi de finances soient révisés, que les exonérations d'impôts et de charges soient élargies à toutes les coopératives PME et associations sous certaines conditions. Et puis, il faudrait aussi adopter et mettre en œuvre des décrets nécessaires pour l'application de la loi relative au délai de paiement. Alors, avec nous pour en parler, Arham Kawi, membre du bureau exécutif du parti de l'Istiqlal et président de la commission des finances au Parlement. Bonjour, Arham Kawi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Alors, est-ce que c'est le boycott qui a animé votre choix de rectifier la loi de finances? Est-ce que c'est l'effet aussi Nizar Baraka, c'est lui qui avait annoncé finalement votre positionnement dans l'opposition? D'abord, bonjour à vous et à vos auditeurs et auditrices. La démarche de l'Istiqlal, il faut la voir dans une logique constructive. Le parti, depuis qu'il est dans l'opposition, il a décidé non pas de faire une opposition politicienne, mais de faire des propositions concrètes pour le gouvernement. Aujourd'hui, notre proposition part d'un constat. Vous en avez parlé depuis un moment sur le gouvernement, sur l'action gouvernementale. Un constat qui fait que aujourd'hui il y a une détérioration du pouvoir d'achat des citoyens marocains. Les chiffres le prouvent. À peu près pour la classe moyenne, son pouvoir d'achat a été réduit de presque 20% sur les 6 dernières années. En cause, bien sûr, l'augmentation des prix du carburant, pour lequel on avait fait une décompensation, libéralisation, mais sans contrôle, sans... laquelle vous avez participé? Non, pas du tout. C'est le gouvernement de M. Benkiran qui a fait ça en 2015 et aujourd'hui, on voit les conséquences. Il y avait l'augmentation des prix de l'eau. La réforme avait été désamorcée dès 2011. Oui, mais c'était dans un système global qui prévoit des aides directes, un soutien pour la scolarisation des enfants. Il y avait Ramed, etc. Il y avait tout un système de protection justement du pouvoir d'achat des citoyens qui n'a pas été fait. On a fait la libéralisation, on n'a pas activé le Conseil de concurrence. On a tout fait sauf protéger le consommateur marocain. Et donc aujourd'hui, ça crée effectivement un malaise, ça crée un souci chez les familles marocaines. N'oublions pas aussi le coût de la scolarisation, les dépenses médicales. Le gouvernement de... Aujourd'hui, on peut dire qu'on subit les conséquences tout simplement de la gestion désastreuse du gouvernement de M. Benkiran. Justement, j'aimerais bien vous interpeller sur cette mesure de frais de scolarité, justement dans votre loi, dans votre projet de loi donc finances rectificatif. Votre parti propose une déduction fiscale des frais de scolarité. Alors je précise, une déduction qui sera plafonnée à 6 000 dirhams par an et appliquée pour chaque enfant scolarisé dans le secteur privé. C'est là où le bas blesse. C'est pas une manière d'abandonner encore davantage l'éducation nationale, le secteur public? Non, pas du tout. D'abord, c'est pas quelque chose de nouveau. On avait déjà fait des propositions similaires, mais le gouvernement, pour la loi, le projet de loi à ce moment-là, la loi 2018, mais le gouvernement nous avait dit que tout ça va être dans le cadre d'un package global qu'on va discuter dans le cadre du dialogue social. Malheureusement, on sait tous quelle était l'issue du dialogue social. Alors, pour l'éducation, ou pour les gens qui ont leurs enfants dans les écoles privées, aujourd'hui, on part du constat que ce n'est plus un choix pour ces familles. Aujourd'hui, les familles sont obligées, même ceux qui ont un revenu qui n'est pas... Pourquoi ne pas proposer alors un plan pour moderniser, réformer le secteur? C'est au gouvernement de le faire. Et le rendre justement plus attractif. C'est au gouvernement de le faire. Il faut vraiment renforcer l'école publique. C'est très important. Mais autant de propositions constructives comme vous revendiquez. Mais en attendant, les gens continuent à payer 30 à 40% des revenus des ménages vont vers l'éducation de leurs enfants. Ils continuent à payer les impôts et payer pour l'éducation de leurs enfants. Donc nous proposons quand même un allègement des charges de ces familles sur les frais de scolarité. On rappelle que nous sommes en compagnie de Arham Kawi, membre du bureau exécutif du parti de l'Istiqlal et président de la commission des finances au Parlement. Et on parle donc de ces propositions de loi rectificative, loi de finances rectificative. Rachida Chachi.
Bon, alors, vous parlez d'une gestion catastrophique, celle du gouvernement Ben Kaydan et Dutchmani, qui aboutit à cette situation du boycott. Mais en même temps, on peut vous rétorquer que le PJD a dû gérer une situation catastrophique léguée par un gouvernement dirigé par l'Istiqlal, celui de Abbas El-Fassi, et dont la gestion est, entre autres, et ça engage que moi, calamiteuse et clientéliste, avait abouti au 20 février, qui est à une échelle largement supérieure à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et que de ce point de vue, quelle est la légitimité de l'Istiqlal à parler aujourd'hui de bonne gestion, de bonne gouvernance, de prise en compte du consommateur, à un moment où ils avaient la possibilité de déployer tout cela, et qu'ils ont préféré une forme d'endogamie politique, et d'ailleurs tous les scandales qui remontent aujourd'hui grâce à la Cour des comptes, enfin beaucoup de ces scandales-là, notamment par rapport à un fonds destiné à l'éducation, remontent à l'époque où le gouvernement était dirigé par l'Istiqlal et pas par le PJD. Donc c'est la première question, la question de la légitimité. Quelle est votre légitimité? Y a-t-il eu une rupture fondamentale à l'intérieur de l'Istiqlal, de nature à rompre avec les réseaux, avec les grandes familles, avec cette forme de hiérarchisation interne au parti, qui voit le gouvernement comme étant une vache à traire et l'État comme étant une vache à traire? Quelle est cette rupture fondamentale? Sachant que Nessat Bardaka est dans la continuité, puisqu'il était avant dans le gouvernement d'Abbas El-Fassi. Aujourd'hui, il revient en tant que secrétaire général de votre parti, donc la rupture, elle est où? Et puis la deuxième, concernant la loi rectificative, pourquoi n'avez-vous pas, ou bien peut-être que vous l'avez pris, vous nous le préciserez, la proposition de Omar Balafadej concernant la restitution, au moins partielle, du surprofit dégagé par les entreprises dans le domaine des hydrocarbures, de les restituer, de les allouer et de les répartir au niveau des budgets destinés à l'éducation. C'est une proposition qui m'a l'air d'être totalement occultée par les différentes formations politiques, dont la vôtre. Oui, d'abord, en ce qui concerne la gestion des affaires publiques par le gouvernement Abbas El-Fassi, je rappelle que le gouvernement Abbas El-Fassi avait quand même un taux de croissance annuel qui avoisinait les 5%. Il y avait création d'emplois à hauteur de 135 000 postes d'emploi par an, dans des situations quand même difficiles. Il y avait l'augmentation des prix du carburant, il y avait la sécheresse, et puis il y avait le fin février, comme vous dites, donc toute l'année 2011. Il a quand même, malgré tout ça, il a protégé le pouvoir d'achat. Il n'a pas fait la décompensation comme ça a été fait par le gouvernement Ben Kaydan sans faire attention aux risques sociaux. Je crois que comparé au gouvernement Ben Kaydan, où on a vu le taux d'endettement qui a augmenté, on a vu quand même l'investissement pour l'année 2014 qui a été diminué de 15 milliards de dirhams. On a vu l'emploi qui était l'objectif principal de tout un gouvernement qui se respecte, qui a été réduit à néant. On avait vu des années où on avait un bilan de 1000 création de postes budgétaires. Donc si c'est ça, c'est pas une gestion catastrophique dont on voit aujourd'hui les conséquences, je ne vois pas comment on peut comparer. Franchement, c'est difficile de comparer aujourd'hui entre le bilan de M. Ben Kaydan et le bilan de M. Abbas. Donc le 20 février, ils sont sortis pour le pique-nique. Tout allait bien, tout était génial. Non, les jeunes s'ennuyaient. Non, il y a des choses internes au pays, il y a des choses aussi externes. Il y avait la Constitution de 2011 et le parti du PJD est venu avec un programme pour la lutte contre un certain nombre de choses, etc. Mais après, on avait vu la gestion au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures, au niveau du taux de croissance. On est arrivé quand même en une année à un taux de croissance de 1,3%. Ça n'a jamais été le cas depuis 20 ans. Mais vous l'avez accompagné, vous étiez dans le gouvernement avec Ben Kaydan. On a quitté le gouvernement en 2013. Mais pas pour ces raisons, vous l'avez quitté pour des raisons politiciennes. En tout cas, on a quitté le gouvernement, c'est le gouvernement Ben Kaydan qui a géré la situation pendant 5 ans, aujourd'hui pendant 6 ans. Donc aujourd'hui, justement, aujourd'hui, on peut voir les conséquences de la gestion du gouvernement Ben Kaydan, parce que sur 7 ans, on a la possibilité de voir les résultats si on a bien travaillé, et on a aussi la possibilité, et le citoyen a la possibilité de voir les résultats si quelque chose va mal. Quand on diminue l'investissement de 15 milliards de dirhams, c'est après 2 ans, 3 ans qu'on voit les conséquences, et les conséquences sont là. Malheureusement, avec un gouvernement qui n'agit pas, qui prend des retards pour agir, et vous venez de nous rappeler que le Conseil de vos gouvernements ne s'était pas mis d'accord sur un décret pour le plafonnement des prix des carburants. Ça vous donne une idée sur la façon, sur la cohésion, sur la cohérence au sein du gouvernement actuel. Et 17 milliards
Oui, ça c'est le travail du Conseil de concurrence. Il faut que le Conseil de concurrence soit réactivé, soit actif. Ça aussi c'est du rôle du gouvernement. Et c'est au Conseil de concurrence, s'il constate qu'il doit y avoir restitution, il y a la loi qui doit être respectée en la matière. En tout cas, cette loi de finances rectificative que vous avez donc présentée au gouvernement a été jugée insuffisante. À côté de cela, plusieurs hauts cadres de votre parti parlent d'un printemps arabe bis. Est-ce que vous pensez que ce même printemps arabe qui vous a disqualifié justement du pouvoir il y a quelques années peut vous le redonner à nouveau, surtout à la veille des législatives? D'abord, je n'ai jamais entendu parler du deuxième printemps arabe. Deuxièmement, on n'a pas été disqualifié par le mouvement. C'est des propos en tout cas qui ont été rapportés par plusieurs médias. Je l'ai jamais entendu. La Jordanie. Je l'ai jamais entendu. On a comparé aussi à la situation. Deuxièmement, Maroc, on n'a pas été disqualifié en 2011. Je rappelle qu'on était venu second. Alors que dans d'autres pays, les partis qui étaient au gouvernement ont été laminés, donc on était arrivé second. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait intégré le gouvernement. Dans une majorité gouvernementale qui était dominée par le PJD. Oui, mais parce qu'on pensait qu'être deuxième quand même, dans les conditions de 2011, ça veut dire que le citoyen marocain veut aussi que le parti d'Istiqlal continue les projets qu'il a démarrés avant. Donc on n'a pas, sur ce plan-là, on n'a pas démérité. Maintenant, sur la question de le fait que le gouvernement, des membres du gouvernement jugent insuffisant la proposition de l'Istiqlal, je ne vois pas quels sont les critères qu'ils ont utilisés pour ça. Nous avons des propositions concrètes, réalistes, finançables. Oui. Donc je vois, normalement, ils doivent réagir. C'est la seule proposition aujourd'hui qui est sur la table, c'est celle du parti de l'Istiqlal. Puisque vous en parlez, avant de donner la parole à Mélanie Freixigli, vous répondez quoi à Abdelatif Brahou du PJD qui dit que votre proposition dénote une ignorance totale de la Constitution et des lois en vigueur, notamment la loi organique des finances, sans oublier la situation macroéconomique du pays. Il n'existe dans la loi organique des finances aucune mention, dit-il, d'une quelconque initiative pour une loi de finances rectificative, autre que celles qui sont du ressort exclusif du gouvernement. C'est d'autant plus vrai, je continue de le citer, que le Maroc aujourd'hui ne traverse aucune crise économique nécessitant une révision budgétaire. Vous répondez quoi à cela? Je ne veux pas répondre sur le même temps à M. Brahou. Pour moi, leur manière de répondre, c'est une fuite en avant. D'abord, on s'attendait à une réponse du gouvernement, pas à M. Brahou. Et ensuite, la loi de finances rectificative, elle est faite pour ça. On propose des mesures qui sont de nature à augmenter les dépenses publiques. Ce sont des dépenses publiques. Et donc, le seul cadre où ils peuvent être traités, c'est la loi de finances rectificative. En plus, une loi de finances rectificative, elle a l'avantage d'être votée rapidement. Il y a 15 jours pour cela. Et donc, moi, je crois que attaquer la proposition de l'Istiqlal sur la forme dénote encore une fois d'une incapacité du gouvernement à prendre les bonnes décisions et à répondre aux attentes des citoyens aujourd'hui qui manifestent et qui expriment le ras-le-bol concernant le sentiment d'injustice, concernant l'augmentation des prix, concernant le manque de contrôle des prix, etc. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit être raisonnable dans la réponse qu'il doit réserver à la proposition du parti de l'Istiqlal. En tout cas, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Printemps arabe et la comparaison avec la situation jordanienne, c'est les propos de Adil Ben Hamza, de votre parti, donc l'Istiqlal, des propos rapportés par Jeune Afrique. C'était important à souligner. Non, je prends en considération quand même les propositions, les propos de l'équipe dirigeante du parti. C'est ça qui compte pour moi aujourd'hui. Bon, c'est quand même une expression qui était commune depuis l'an dernier, parce que le haut commis de l'OTAN, Nicolas De Santi, avait émis un rapport pour expliquer que tous les pays de la zone MENA ayant vécu un printemps arabe apaisé pouvaient connaître de très fortes perturbations si de grosses réformes n'étaient pas envisagées de manière urgente. Et c'était en avril 2016, donc ça fait déjà 2 ans. Je pense que ce soit vous ou d'autres hauts ou petits membres de votre parti, vous devez le savoir probablement. Donc ça, c'est ce pourquoi probablement cette expression a été reprise pour un deuxième printemps arabe, puisque ça avait été cité dans ce rapport. Pour revenir à votre proposition de modification de loi de finances,
vous proposez, pour lutter contre l'augmentation de la vie chère, redonner du pouvoir d'achat aux citoyens, d'augmenter progressivement de 200 dirhams le salaire des fonctionnaires. Est-ce que vous ne croyez pas que dans le contexte, ce serait plutôt augmenter le SMIC qu'il faudrait si vous voulez réellement augmenter le pouvoir d'achat? Et qu'est-ce que cela va faire concernant le principal problème en fin de compte du pouvoir d'achat actuellement des citoyens, à savoir même pas tellement l'augmentation des prix, mais la baisse des revenus? Puisque si on regarde des études sur les 10 dernières années, on se rend compte que notamment les femmes travaillent moins, que d'une manière générale le taux d'emploi est moins important aujourd'hui alors que la population augmente. Donc le revenu d'une famille moyenne de 5 personnes, qui est toujours la moyenne des familles au Maroc actuellement, qui est considérée généralement, est passé de un revenu et demi, c'est-à-dire le père plus la mère à mi-temps, ce qui était la norme il y a 10-15 ans, à un revenu plus quelques miettes pour la mère, ou le second revenu du foyer, parce qu'il arrive aussi que ce soit la mère, le chef de foyer dans ce genre de circonstances. Donc qu'est-ce que vous proposez pour relancer l'emploi et si on fait une relance effectivement keynésienne, est-ce que vous pensez réellement que ça passe par les fonctionnaires? Bon, vous avez posé plusieurs questions à la fois. Je vais essayer quand même de répondre commencer par la dernière question sur l'emploi. En ce qui concerne le soutien à l'emploi, nous avons fait des propositions pour cette année, en tout cas, sachant que le meilleur remède pour la création d'emplois, c'est le modèle de développement que Sa Majesté a demandé, que le gouvernement n'a pas encore entamé. Ça ne veut pas dire grand-chose, modèle de développement. C'est très vaste. Non, ça demande beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. On peut en parler si vous voulez. Aujourd'hui, nous avons le taux d'investissement qui est très important, de 33% du PIB. Pour des pays comparables, ils arrivent à faire 6% de taux de croissance. Le gouvernement s'était engagé étrangers se barrent à toute vitesse. Non, il s'était engagé à 5% de taux de croissance. Aujourd'hui, on est à 3%. Pour l'emploi, nous avons demandé 3 mesures. Une, ça concerne les exonérations en ce qui concerne l'impôt sur les revenus pour les petites et moyennes entreprises, c'est une mesure de la loi de finances 2018, mais qui concerne seulement les entreprises créées à partir de 2015. On veut élargir ça pour toutes les rémunérées. Mais pour la fonction publique, augmentation de 200 dirhams, ça crée pas de l'emploi. Ça, c'est le résultat du dialogue social. Mais comme ça n'a pas abouti, comme le gouvernement, et une deuxième partie qui n'est pas 100 dirhams, mais qui sera discutée avec les partenaires sociaux et se mettre d'accord sur les augmentations de salaire. Tout ça, ça augmente le revenu, bien sûr, des fonctionnaires, et ça touche, avec les autres mesures, la classe moyenne. Nous voulons cibler la classe moyenne, parce que la classe moyenne, elle est importante pour la stabilité, elle est importante pour la consommation, elle est importante pour la relance de l'économie. Je voulais revenir sur la question du printemps arabe, etc. Je vous dis pas que la situation est très bonne, la situation est très mauvaise sur le plan économique, sur le plan social. Les manifestations Parlons-en. Qu'est-ce que vous pensez du boycott? Qu'est-ce que vous pensez du fait que les responsables au gouvernement en ce moment défendent plutôt les entreprises que les boycotteurs? Vous, si vous étiez au pouvoir, comment vous auriez géré cette crise? D'abord, il fallait écouter dès le début les citoyens marocains. Il fallait d'abord institutionnaliser le dialogue social. Le dialogue social, on a entendu parler avant le 1er mai, et puis après, rien du tout. Donc, tout ça, petit à petit, quand on n'écoute pas les citoyens marocains, quand on ne propose pas des choses concrètes, quand on se plaît à avoir un taux de croissance de 3% et que rien ne bouge, on arrive à mais le dialogue social, mais la ménagère qui achète son litre de lait n'est pas forcément syndicalisée. Enfin. Non, ils sont concernés d'une façon ou d'une autre. Quand les propositions, le salaire des fonctionnaires. Les propositions, exactement. Les propositions qu'on a faites, ça concerne d'une façon indirecte le pouvoir d'achat de tous les citoyens. Quand on dit qu'on va toucher la classe moyenne, mais moi je vous dis, si vous étiez à la place du PJD au pouvoir, comment vous auriez géré cette crise? D'abord le dialogue. Du boycott. D'abord le dialogue. Avec qui? On ne sait même pas qui a déclenché le boycott. Non, pas avec le boycott. C'est une expression d'un ras-le-bol social généralisé au niveau national. Ça veut dire qu'il faut avoir des réponses. Il fallait discuter avec les entreprises
entreprises concernées. Il fallait activer le Conseil de concurrence. Il fallait pas attendre. Il fallait pas faire de la décompensation sans contrôle, sans vérification. Il y a une année, vous rappelez-vous, le ministre chargé des relations des affaires économiques avait dit que peut-être que des entreprises gagnent plus que ce qu'il fallait. Et donc à ce moment-là, il y a une année, il fallait agir, pas maintenant, mais maintenant, encore aujourd'hui, 45 jours après le début du boycott, et avec un certain nombre de problèmes dans plusieurs régions, plusieurs villes, le gouvernement n'a toujours pas agi. Ils ne se sont même pas mis d'accord. C'est quelque chose de très simple, qui est un décret pour le plafonnement des prix du carburant. Donc, il y a d'abord le dialogue, mais il y a les engagements qui ont été pris par le gouvernement pour booster l'économie, pour créer de l'emploi, pour encourager la petite et moyenne entreprise qui souffre aujourd'hui. Nous avons fait des propositions aussi pour les décrets sur les délais de paiement pour les petites entreprises. Oui. 40% des petites entreprises meurent ou font faillite parce elles ne sont pas payées, tout simplement. Alors, Mohamed Olkhouer, allez-y. Merci. J'ai l'impression que vous agissez comme si vous étiez le gouvernement, à défaut de l'être réellement, puisque cette augmentation des salaires que vous proposez pour les fonctionnaires a déjà été actée par le gouvernement actuel, sauf qu'elle va se faire sur 3 années au lieu de ce que vous évoquez, mais c'est un peu la même démarche. Vous voulez déposer une loi de finances rectificative qui en réalité appartient aux prérogatives du gouvernement, et c'est à eux. Et la loi de finances et la loi de finances rectificative doit être déposée par le gouvernement. Donc, et c'est peut-être ça un peu la difficulté que je retrouve avec les partis politiques au Maroc, souvent, c'est qu'au lieu d'agir avec les outils que la Constitution leur donne, ils prétendent montrer au gouvernement ce qu'il doit faire. Donc là, vous embrayez le pas sur l'augmentation des fonctionnaires, qui me paraît aberrante, puisqu'au Maroc, les fonctionnaires sont mieux payés que dans le privé, alors qu'ils ont une garantie de l'emploi, et qu'on a vu au cours de ces dernières années des augmentations régulières des revenus des fonctionnaires, ce qui est loin d'être le cas dans le privé. Donc pourquoi vouloir toujours agir comme si vous étiez le gouvernement et pas vous contenter d'agir comme un parti d'opposition? Pourquoi ne pas déposer une motion de censure? Peut-être qu'elle aboutira pas, mais au moins vous agissez avec vos outils. Vous montrez que vous n'êtes pas satisfait de ce qui est fait, puisque vous considérez que ce gouvernement est complètement à côté des choses. Donc dans ce cas-là, travaillez avec les outils d'un parti d'opposition. Là, vous agissez avec des outils qui sont ceux du gouvernement, et je vois pas vraiment comment on peut simplement dire écoutez, suivez l'exemple. Je suis pas au gouvernement, mais moi je sais comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Le principe démocratique, c'est que chacun agisse avec ses outils. Il y a ceux du gouvernement, il y a les vôtres. Utilisez-les tous. On n'a pas vu l'Istiqlal, par exemple, puisque vous nous dites aujourd'hui que le boycott est important. On n'a pas vu d'action de soutien des partis d'opposition dire mais oui, le boycott c'est fondamental, on va l'appuyer, on considère que c'est une très bonne initiative. Au contraire, il y a eu un silence assourdissant de la plupart. Je parlais de l'Istiqlal, de la plupart de ces partis. Donc c'est ça qui est un peu surprenant, puisque vous êtes un parti d'opposition, agissez comme tel, et quand vous serez de nouveau au pouvoir, si cela devait arriver, vous aurez les outils du gouvernement, mais pour l'instant, utilisez les outils à votre disposition. Allez-y, oui, je crois qu'on utilise effectivement les moyens de l'opposition, à moins qu'on puisse comprendre autrement ce que c'est que la politique. L'opposition fait des propositions. Quand on fait pas des propositions, c'est un problème. Quand on fait des propositions, alors une loi rectificative, oui, est-ce qu'elle est de votre ressort en tant que parti d'opposition? L'avantage des lois rectificatives pour le gouvernement, c'est d'agir vite. Parce que nous pensons qu'il y a urgence et qu'on doit démarrer ces mesures le 1er juillet, pas l'année prochaine. D'ailleurs, vous dites que l'augmentation des salaires a été actée par le gouvernement. Ça n'a pas été fait. Le gouvernement refuse aujourd'hui d'acter effectivement ce qu'il avait prévu. Et sur 3 ans. Même pour les allocations familiales qui étaient prévues pour cette année, le chef de gouvernement, il y a une semaine, les avait reportées en 2019. Donc effectivement, nous agissons en tant qu'opposition constructive qui fait des propositions. On va attendre ce que va faire le gouvernement et après, on va utiliser les moyens dont on dispose en tant qu'opposition. Oui, mais techniquement, il a raison. Il n'y a pas meilleure façon de soutenir la population qui boycotte que de faire des propositions concrètes pour répondre à ce qui était derrière le boycott, qui était la détérioration du pouvoir d'achat. Ce sont des propositions d'ordre législatif la disparité sociale, économique. La disparité territoriale, la tension, etc. elle, est sociale. Parfois, lorsque les tensions sont sociales, les gens ont besoin d'être rassurés. Mais rassurés rassure personne. Voudrait dire aussi répondre, par exemple, aux déclarations du gouvernement lorsqu'ils défendent plus les entreprises que les boycotteurs. Par exemple, moi je vous dis pas qu'il faut absolument soutenir les boycotteurs, je ne connais pas votre position, mais par exemple, communiquer là-dessus pour dire voilà, nous soutenons ou non les boycotteurs, voilà pourquoi, voilà ce qu'on propose.
Étant donné que la tension est sociale. La question n'est pas de dire, tout simplement de venir et dire je soutiens les boycotteurs et s'arrêter là. Ça, c'est pas une opposition, c'est pas notre façon de faire. Ce n'est pas ce que notre façon de faire, c'est de comprendre ce qui se passe au niveau national, comprendre le malaise social, comprendre pourquoi et faire des propositions concrètes. C'est ce que nous faisons. Nous pensons qu'avec ces propositions, qu'on va baisser les tensions et qu'on va pouvoir justement aller vers le modèle de développement. Ça, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, notre pays a besoin de faire des choix économiques qui vont pouvoir nous donner ce taux de croissance souhaitable, permanent de 5-6%, qui est créateur de richesse, qui est créateur d'emplois, et ensuite penser aussi à la façon de la distribution de ces richesses pour une paix sociale durable. Ok, mais juste un petit mot pour préciser ce que disait Mohamed. Pour les auditeurs, la loi de finances, elle est votée tous les ans, c'est un projet de loi. C'est-à-dire, c'est un projet de loi, ça émane du gouvernement, pas du Parlement. Oui. Le Parlement, lui, peut proposer, et n'importe quel groupe parlementaire, y compris l'opposition, une proposition de loi, mais pas sur les lois organiques de cette sorte. Donc, effectivement, la loi de finances, la modification de la loi de finances, le projet de loi de finances, c'est le gouvernement. Donc, effectivement, techniquement, vous n'êtes pas sur vos plates-bandes. Est-ce que vous, excusez-moi, vous proposez une loi rectificative? Non, on demande au gouvernement de faire une loi D'accord, donc vous lui demandez de faire une loi rectificative que vous rédigez vous. Donc ça revient au même. Loi de finances rectificative. C'est à eux de les mettre sous forme de loi. Vous présentez ça sous forme de mémorandum. Vous êtes gentil, vous leur laissez faire le secrétariat, c'est sympathique. Mais concrètement, vous comprenez bien comment, dans un pays dans lequel, on vient de le dire, il y a une crise sociale, il y a une crise de confiance envers les institutions, vous comprenez bien que ne pas les respecter, c'est pas concrètement la première étape pour rendre la confiance. Ou en tout cas, donner le sentiment de ne pas les respecter. Donc, comment est-ce qu'on remet la confiance dans des structures quand on est un parti qui se veut et qui est un parti historique, structuré, qui accompagne normalement le Maroc depuis l'indépendance? Comment est-ce qu'on remet la confiance dans les structures quand on ne les respecte pas? Mais je ne vois pas pourquoi on va continuer à discuter cette question de respect de la Constitution, de respect du gouvernement. Et les lois rectificatives sont faites pour ça. On parle de loi de finances rectificative. C'est du ressort du gouvernement. On fait des propositions pour améliorer la situation, pour régler les problèmes sociaux existants. Sauf que ces dispositions ne peuvent être prises qu'au dans le cadre de la loi de finances. On ne peut pas attendre la loi de finances 2019 pour les proposer. On veut que ça soit fait tout de suite en juillet. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'une loi de finances rectificative. Donc, franchement, vous êtes allé dans le même sens du PGD qui propose... C'est une question légitime, parce qu'au final, les gens l'écoutent, le PJD aussi. Oui, tout donc il faut bien y répondre, non? Le gouvernement, faute d'amener des solutions claires, faute de répondre par les chiffres, par les arguments aux propositions du parti de l'Istiqlal, qui vont résoudre les problèmes sociaux, pas tous les problèmes sociaux, mais qui vont apaiser un petit peu la situation. Au lieu de parler du fond de la chose, ils sont en train de discuter de la forme. Et d'ailleurs, il y a une contradiction entre ce que vous venez de dire, ce qu'a dit M. Brahan, et ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que c'est des ressorts du chef du gouvernement, alors que c'est pas le cas. C'est pas ce qu'a dit M. Brahan. Il dit que vous ignorez la Constitution et les lois en vigueur. Enfin, ça revient sans. Non, je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas répondre sur la question de la forme. Est-ce qu'il ignore la Constitution? C'est un débat. Pour ne pas s'éterniser, c'est la question de la forme. Enfin, la vraie question, vous étiez où au moment où la loi, où les lois de finances étaient discutées, votées? À aucun moment, enfin, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez voté à l'unanimité contre les clauses que vous semblez dénoncer aujourd'hui. Vous avez accompagné loi de finances après loi de finances. Vous étiez, après votre sortie du gouvernement, vous êtes resté tapis dans l'ambre, dans une forme d'embuscade, ce qui fait qu'aujourd'hui, votre retour sur la scène politique en tant qu'opposition constructive procède d'une forme d'opportunisme politique. Parce que je pense que vous savez très bien que votre parti n'est que le plan B. Face au PJD, le plan A, ça a été le RNI. Le RNI maintenant coule, sans les pris plein la figure, entraîné vers le bas par le PJD, par ses propres actions, et là vous remontez comme étant un plan alternatif, comme étant un plan B. Si on compte le PAM, c'est le plan C. Hein. Oui, enfin on monte plus loin, c'est le plan C. Non, mais objectivement, enfin tous les partis le disent. Oui, mais quand vous mettez ça fait longtemps que vous commencez à classer les partis politiques. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a des rapports de force, c'est objectif qu'il y a un jeu de rapports de force qui fait que vous remontez pas, que Nessar Baraka a été désigné pour vous. Enfin bon, d'accord, mais
les lois de finances, vous n'avez jamais voté contre à l'unanimité. Alors, très rapidement, une deuxième question par rapport au Conseil de la concurrence. Avant que ça ne remonte grâce aux médias, jamais vos parlementaires n'ont interpellé le chef du gouvernement. Vous en aviez 1000 fois l'occasion par rapport à la question du Conseil de la concurrence. Pourquoi n'est-il pas encore actif? Qui est responsable? Jusqu'à dernièrement, jamais vous l'avez posé. Donc, il a fallu que les médias fassent remonter courageusement la question pour que vous en empariez dans une forme d'opportunisme. Et je rappelle, parce que vous m'aviez interpellé tout à l'heure en parlant du taux de croissance, etc., du gouvernement d'Abbas el-Fassi, je rappelle tout simplement que la question de la caisse de compensation avait atteint une situation explosive avant la prise du pouvoir du PJD, et que votre parti est resté dans la mémoire collective des Marocains durant votre dernier mandat à la tête du gouvernement comme étant un parti de clientélisme. Quand le 20 février ils sont sortis, ils ont réclamé politiquement des têtes qui procèdent de votre parti politique, des têtes de votre gouvernement qui, rappelons-le, était un gouvernement familial où tout le monde était le cousin de chacun. Donc ne me dites pas que l'Istiqlal était à l'époque le parangon de la bonne gouvernance, de la méritocratie, de la médiocratie. Vous étiez un gouvernement familial. Quand même. Oui, vous comptez sur les fonctionnaires comme étant un vivier d'électeurs. On va laisser toutes vos mesures concernent vos électeurs. Pour la loi de finances, je vous rappelle qu'on n'avait pas voté la loi de finances. Depuis qu'on est sorti du gouvernement, on s'est abstenu lors du vote de la loi de finances, donc on n'a jamais voté pour la loi de finances. Pourquoi on n'est pas voté contre? On avait fait des propositions, on n'a pas la majorité, il y a une majorité dans ce gouvernement. On avait fait des propositions, un certain nombre des propositions que nous avons faites aujourd'hui ont été présentées par le parti de l'Istiqlal. Mais le gouvernement nous a dit, il y a un dialogue social, donnez-nous l'occasion dans le cadre du dialogue social pour régler un certain nombre de problèmes, ça sera dans le package global. Donc on n'a pas donné feu vert au gouvernement concernant la loi de finances. Pour le Conseil de concurrence, si je suivais un petit peu les questions orales au Parlement, on a toujours parlé de ça. On a toujours discuté de tous les engagements qu'a le gouvernement, que jusqu'à maintenant n'a pas fait aboutir. Toute l'exécution ou la mise en application de la Constitution de 2011, on en a toujours parlé sur toutes les questions. Pouvez-vous nous dire où se situe le blocage concrètement? Alors vous semblez être initié, vous avez posé la question plusieurs fois. Qui bloque le Conseil de la concurrence? On manque de temps, messieurs. Mais c'est le Conseil de gouvernement, c'est pas l'opposition, justement. Qui le Conseil du rôle de l'opposition? Ça, c'est pas notre rôle. Ça, c'est le rôle du gouvernement. C'est pas l'opposition de nommer les membres du Conseil constitutionnel. C'est au gouvernement de le faire. Vous pouvez faire une proposition. Pour la caisse de compensation, vous pouvez faire une proposition. Pour la caisse de compensation, pour la loi de finances. Ils doivent le faire. Non, la loi de finances, c'est la loi, on peut le faire. On peut faire les propositions. Alors, pour la caisse de compensation, je vous ai rappelé tout à l'heure les conditions dans lesquelles était le gouvernement de monsieur Abbas el-Fassi. Les prix du pétrole sont arrivés à $140 le baril. À ce moment-là, il y avait la sécheresse. Ce n'est pas le cas pour le gouvernement de monsieur Kiran. Il a décompensé. Il y avait les dons de l'étranger. Il y avait beaucoup de corruption, beaucoup de clientélisme également. Mais elle est toujours là, la corruption. Et pour moi, le citoyen a tranché. Quand il a voté et qu'en 2011, il a donné la seconde place au parti de l'Istiqlal, il a tranché. Alors, pour rester dans le prolongement des échanges, vous avez vu certainement qu'en Espagne, une motion de censure a été déposée par un parti qui était absolument pas majoritaire et qui avait pas les moyens de l'obtenir. Puisque vous pensez que ce gouvernement est si catastrophique que cela pour le pays, pourquoi justement ne pas utiliser vos outils, déposer une motion de censure et dans la même veine, bon peut-être qu'elle n'aboutira pas, mais est-ce que vous êtes pour des élections législatives anticipées? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une dissolution de ce Parlement, puisque apparemment il est incapable et de ce gouvernement surtout, puisqu'il est incapable de faire le travail pour lequel, en tout cas que les Marocains attendent, ça c'est il y a un consensus général. Donc que diriez-vous de cela? 1, motion de censure, ou 2, élections législatives anticipées? Oui, je vous vois venir à cette question depuis tout à l'heure, mais bon, je ne vais pas continuer comme vous avez dit du plan A, plan B, plan C. Ça c'est pas moi. Moi je suis sur les institutions. On est dans une proposition. On peut pas demander au gouvernement de faire quelque chose et en même temps faire une motion de censure. Et vous avez vous-même dit peut-être que ça va pas aboutir. Une motion de censure a besoin d'une majorité. Mais vos propositions aussi pourraient ne pas aboutir. Non, mais on ne sait pas. On va attendre, on va voir. Bon, ils ont commencé à travailler sur le décret pour le plafonnement, tant mieux, mais on va attendre quand même la réaction du gouvernement, puis après on verra, tout est possible, tout ce qui est permis par la loi. Il est urgent d'attendre, c'est ça ce que vous nous dites? Non, c'est pas urgent d'attendre, mais on vient de faire une proposition, on attend la réponse du gouvernement et on verra. Et puis la motion de censure, pour quel résultat, pour quelles conséquences, que ça va aboutir? Des nouvelles élections. Où est la majorité? Vous êtes confiant, je pense, Non, nous sommes très confiants. S'il y a des élections anticipées, on est prêt à tout. S'il y a des élections anticipées,
fait. Merci messieurs, merci beaucoup pour vos interventions. Je rappelle que nous étions ce matin en compagnie de Al-Hal Nkawi, membre du bureau exécutif du Parti de l'Istiqlal et président de la commission des finances au Parlement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Allez.